Benjamin, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous allons parler du pétrole comme la dernière fois que nous nous étions vus et je dois dire que vous aviez vu juste puisque vous aviez pronostiqué, on était en juin 2017, le pétrole, le WTI se trouvait aux alentours des 40 dollars le baril, si je me souviens bien. Vous aviez pronostiqué qu'il atteindrait les 60 dollars le baril fin 2017. Ça a été le cas et vous aviez même dit qu'on atteindrait les 80-85 dollars le baril du côté du Brent. C'est ça, fin 2018. C'est toujours notre objectif, avec aujourd'hui, compte tenu du contexte, peut-être la possibilité de voir ponctuellement les prix du pétrole aller au-delà de ces niveaux-là. Alors la question est tout de même cruciale pour les marchés parce qu'on a quelques inquiétudes sur la croissance mondiale que tout le monde pronostiquait très belle, finalement s'étiole légèrement. Bon, ce n'est pas la catastrophe, mais on voit bien qu'il y a un ralentissement qui se met en place. Et si les cours du pétrole montent trop vite, eh bien, certains redoutent un choc récessif. Alors, est-ce que, pour vous, les prix du pétrole vont monter très fort, très vite? Alors, les prix du pétrole ne vont probablement pas monter très fort, très vite. D'abord parce qu'on l'a vu, on a déjà des interventions qui commencent à se manifester du côté de l'OPEP, l'Arabie Saoudite en tête, et de la Russie, pour essayer de calmer un petit peu le jeu. Donc il y a bien une inquiétude là, tout de même. Alors il y a une inquiétude, mais il faut savoir pourquoi il y a cette inquiétude. Il y a cette inquiétude aujourd'hui parce qu'en fait on était dans une situation il y a quelques mois où on avait trop de pétrole, ce qui avait amené la Russie et un certain nombre de pays alignés et l'OPEP à décider de réduire la production mondiale de pétrole pour essayer de rééquilibrer. Ça a marché aujourd'hui. L'objectif de l'ensemble de ces pays était de ramener les stocks des pays de l'OCDE sur leur moyenne 5 ans. On est même passé en dessous aujourd'hui. Donc tout ça a marché. Le problème, c'est que ça va un peu trop vite. Et pourquoi ça va trop vite? Parce qu'au-delà des réductions qui avaient été décidées, on a un certain nombre de pays qui réduisent leur production de pétrole bien malgré eux. Alors on peut citer principalement aujourd'hui le Venezuela, parce que c'est lui qui cristallise toutes les inquiétudes. Pourquoi? Parce que la situation économique du Venezuela est catastrophique. Donc ce pays qui produisait il y a encore quelques années, en 2015, à peu près 2 400 000 barils par jour, en produit aujourd'hui à peu près 800 000 de moins. Et un certain nombre de spécialistes s'attendent à voir cette production continuer à baisser de l'ordre de 500 000 barils d'ici la fin de l'année. Donc on a bien une pression sur l'offre du coup. Tout à fait. Donc on se retrouve avec une baisse finalement qui est plus rapide et plus importante que ce qui était prévu. Il y a d'autres pays comme l'Angola également qui sont concernés et l'Iran maintenant avec les sanctions américaines. J'allais mentionner en effet la question iranienne parce que les sanctions pourraient contraindre encore une fois un peu plus la production de pétrole disponible sur le marché. Tout à fait. Alors après, c'est difficile d'avoir une idée précise de ce qui peut se passer parce que contrairement aux fois précédentes, aujourd'hui, l'accord qui a été signé, qu'on appelle l'accord JCPOA, est un accord qui a été signé par plusieurs pays et aujourd'hui, notamment les pays européens, en plus des États-Unis. Aujourd'hui, les pays européens, eux, ont indiqué leur souhait de continuer à faire vivre cet accord, contrairement aux États-Unis. Donc, les États-Unis, en gros, ne sont pas très importants sur le marché du pétrole iranien, puisqu'ils n'achètent pas de pétrole à l'Iran, on peut le concevoir. Les gros clients, ce sont la Chine, l'Inde, la Turquie, la Corée du Sud, et puis après, quelques pays européens, la France et l'Italie en tête. Il est peu probable que la Chine ou l'Inde réduisent ses achats de pétrole iranien. Ce qu'on avait constaté, c'est que lors de la précédente sanction, l'impact des sanctions, ça avait été une baisse de 1 million de barils des exportations iraniennes. Cette fois-ci, on s'attend potentiellement à entre 300 000 et 800 000 barils de réduction des exportations iraniennes. Donc quelque chose qui est jouable. Mais en fait, le gros problème, c'est l'accumulation de l'ensemble de ces réductions de production qui commencent à inquiéter les autorités. C'est pour ça que l'OPEP a décidé d'intervenir. Alors, à chaque fois que les prix du pétrole montent, on se rassure en se disant oui, mais quand les prix montent, eh bien, ça contribue au développement du pétrole de schiste aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est vrai, tout d'abord? Et est-ce que, si c'est vrai, la production de pétrole de schiste sera suffisante pour alimenter l'offre de façon à ce qu'elle réponde à la demande? C'est une vaste question. Alors, d'abord, resituons le débat. Aujourd'hui, on consomme dans le monde à peu près 100 millions de barils par jour. D'accord ? Sur ces 100 millions, il y a à peu près 95 millions de barils qui viennent de la production de pétrole conventionnel. Le pétrole de schiste ne représente que 5 à 6 millions de barils. Oui, ça relativise. Donc même s'il se développe très vite et très fort,
malgré tout, on a toujours besoin du pétrole conventionnel. Première chose. Ensuite, il y a un autre problème qu'il faut avoir en tête, c'est que le pétrole de schiste est un pétrole un peu particulier. En fait, depuis toujours, on parle du pétrole comme s'il s'agissait d'une seule et même matière. Il faut savoir qu'il y a plein de pétroles différents. Sans rentrer dans un débat trop technique, on définit le pétrole en fonction de deux indicateurs, son taux de soufre et sa densité. La densité du pétrole de schiste est une densité extrêmement légère. Alors, en soi, vous allez me dire, et alors, le problème, c'est que les raffineries, une raffinerie utilise du pétrole et en fonction de la qualité de pétrole qu'elle utilise, elle va avoir des produits différents une fois qu'elle aura raffiné ce pétrole. Et plus le pétrole est léger, grosso modo, plus vous avez une seule chose, c'est de l'essence. Et le problème de cela pour les raffineries, c'est que, elles ont beaucoup investi pour pouvoir traiter des pétroles plus lourds, donc elles trouveraient dommage de ne pas utiliser ces investissements. Et deux, utiliser du pétrole plus lourd permet d'avoir des meilleures marges. Donc elles essayent de se concentrer sur donc ce elles pétrole. n'ont aucun intérêt à utiliser ce pétrole. Donc elles n'ont pas aucun intérêt parce qu'elles peuvent le mélanger avec du pétrole très lourd pour faire du pétrole moyen qui est l'idéal pour eux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si la proportion de pétrole très léger augmente, alors même que la proportion de pétrole lourd diminue, notamment il faut savoir qu'au Venezuela, on avait énormément de pétrole très lourd, eh bien on va se retrouver avec du pétrole qui va être de plus en plus léger, donc de moins en moins intéressant pour les raffineurs. Alors tout ça, en plus du développement très rapide des pétroles de schiste, alors les pétroles de schiste se sont développés très vite, vous avez un graphique je crois sur ce sujet, très vite, mais on a tendance à considérer qu'ils se sont développés partout. Les pétroles de schiste, en fait, aux États-Unis, ne se développent qu'à un seul endroit aujourd'hui. Ils se développent dans le bassin permien. Alors, c'est justement le graphique qu'on voit apparaître. On voit en effet l'explosion de la production dans le bassin permien. Ailleurs, on est en dessous des plus hauts de 2015, alors même qu'on a plus de puits en exploitation. Et donc, c'est un problème. Parce que quand on a toute la production qui vient d'un seul endroit, le problème, c'est que dans cet endroit, vous n'avez pas toute l'infrastructure logistique pour sortir le pétrole, notamment tous les pipelines. Donc aujourd'hui, les pipelines dans la région du bassin permien sont totalement saturés. Donc après, on a commencé à utiliser le rail, qui est aujourd'hui totalement saturé, et on a utilisé le fret routier, qui est aussi totalement saturé. Quelle est la conséquence de tout ça? C'est que, évidemment, quand vous transportez le pétrole avec des trains ou avec des camions, ça coûte beaucoup plus cher que de le transporter par des pipelines. Donc en fait, les gens qui vous achètent votre pétrole sont prêts à l'acheter moins cher. Ça crée un différentiel de prix entre le WTI, qui est la référence américaine, et ce pétrole de schiste du bassin permien. Oui, d'ailleurs, on voit bien sur un deuxième graphique que vous nous avez apporté cet écart de prix. Tout à fait. Ce graphique montre l'écart de prix entre le pétrole dit Midland, donc c'est le pétrole du bassin permien typiquement, et le prix du baril de WTI. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'écart de prix entre ces deux pétroles oscille entre 10 et 14 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prix du baril de WTI est comme aujourd'hui, on va dire aux alentours de 68 $, eh bien un baril de pétrole de schiste du bassin permien se vend entre 55 et 58 $. Donc si on considère que le taux de rentabilité pour un producteur de pétrole de schiste se situe entre 55 et 60 $, bah aujourd'hui, le producteur de pétrole de schiste est tout juste à son prix. Cette différence de qualité est cruciale, cette problématique logistique est cruciale, elle va se renforcer. Et on va donc de plus en plus parler non plus du pétrole, mais des pétroles. Il faut qu'on évoque aussi un autre sujet. Vous l'aviez abordé la dernière fois qu'on s'était vu, Benjamin, c'est la déplétion naturelle. Et ça, c'est extrêmement structurant pour les prix du pétrole. Vous nous aviez dit, finalement, à isopérimètre de production, on a une déperdition de l'ordre de 5% de la production chaque année. Tout à fait. C'est bien ça. Pour compenser cette déperdition, il faut investir selon les chiffres. Alors, je ne sais pas s'ils émanent de l'OPEP, vous allez c'est 630 milliards de dollars par an. C'est ça. C'est bien ça. C'est ce qui a été estimé par l'OPEP fin 2015. Et donc en juin 2017, vous nous disiez, en 2015, on a dû investir de l'ordre de 450 milliards. C'est ça. Donc on voit bien qu'il y avait un tiers qui manquait. En 2016, on était 400 milliards à peu 400 près. milliards. En 2017, on a été de combien finalement? 400 milliards. Donc il nous manque un tiers d'investissement par an. Ça veut dire quoi? Si vous avez 5% de déplétion naturelle par an, c'est-à-dire de baisse naturelle de la production si on ne fait rien, eh bien, si vous faites que 2 tiers des investissements nécessaires pour ramener votre production à son niveau habituel, eh bien, vous allez perdre, grosso modo, un tiers de 5% de cette production, donc à peu près 1,3-1,4% de la production mondiale de pétrole conventionnel. Le pétrole conventionnel, je rappelle, 95% de la production mondiale. Ça veut dire quoi? Ces effets ne sont pas immédiats parce que quand vous arrêtez d'investir en 2015, ce sont des projets généralement à 5 à 7 ans. Donc ils vont commencer à se faire sentir en 2020. En 2020,
la production de pétrole conventionnel risque de reculer. Et un certain nombre de personnes l'ont compris. Fatih Birol, le chef économiste de l'Agence internationale de l'énergie, en a parlé. Patrick Pouyanné en a parlé. Et à partir de 2020, on va commencer à se retrouver dans un monde qui peut paraître assez ahurissant aujourd'hui, mais où on risque de manquer de pétrole. C'est ça qui avait fait notre scénario chez Ophi Asset Management de progression des cours. C'est pour ça qu'on avait fixé cet objectif de 60 fin 2017, cet objectif de 85 fin 2018. Et on avait dit on ira probablement revoir les niveaux de 100 $ dans le courant de l'année 2019 quand on va réaliser cette problématique. Parce que le problème, c'est que je disais, ces projets sont à 5 à 7 ans, donc quand on va les réaliser, même si on réinvestit du jour au lendemain, avant d'avoir les effets, ça va prendre du temps. Alors on ira chercher le pétrole de schiste parce qu'il est plus rapide. Mais on a vu que le pétrole de schiste, comme il est très léger, ne répond pas totalement à nos besoins. Donc on va bien avoir une hausse du pétrole. Pour nous, on continue à miser sur une hausse du pétrole, tout à fait. Mais est-ce que 100 $ le baril ne va pas induire un choc récessif? Alors, c'est possible. Vous évoquiez tout à l'heure le problème de la vitesse de montée. Pour l'instant, la vitesse de progression des prix du pétrole est relativement progressive. Ça peut paraître très rapide, mais en fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est que finalement, la baisse des prix du pétrole n'a pas été si longue que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que si ça va pas trop vite, on a le temps, entre guillemets, de s'habituer et le temps de transmettre à l'économie une partie de cette hausse. Et donc, on arrive à peu près à gérer la situation. Il y a quand même un problème, c'est que historiquement, on n'a pas eu beaucoup d'impact, enfin, ou un impact beaucoup plus tard, parce que dans beaucoup de pays, en Asie, mais aussi au Moyen-Orient, il y avait des subventions sur les prix du pétrole. Donc quand les prix montaient, finalement, on ne subissait qu'une partie de cette hausse. Le problème, c'est que dans les 3 années de baisse qu'on a connues sur le pétrole, entre 2014... Ces systèmes de subvention ont été démantelés? Il y a un certain nombre de pays qui ont démantelé ces systèmes de subvention. Donc on a une inconnue, c'est de savoir si effectivement la transmission à l'économie de cette hausse du pétrole ne va pas être plus rapide. Historiquement, ce qu'on constate, c'est qu'il a toujours fallu entre 18 et 24 mois pour ressentir les pleins effets d'une très forte hausse du prix du pétrole. Et 80 $ n'a pas été un prix où on avait cet impact. À 100 $, effectivement, on commencera à se poser la question. Mais la croissance de la demande, aujourd'hui, elle continue, et elle continue à un rythme très élevé. Bon, si on a une fermeté dans les mois qui viennent, prolongée donc des cours du pétrole, logiquement, on se dit qu'il faut s'exposer à ce secteur. Oui, nous, c'est notre analyse. Est-ce qu'il vaut mieux s'exposer aux producteurs ou aux sociétés de services, aux parapétroliers? Alors, les producteurs vont en bénéficier et là, j'aurais quand même tendance à préférer plutôt les grosses compagnies pétrolières. Pour une raison simple, les pétroliers de schiste, je le disais, vont bien profiter de ce mouvement. Maintenant, il y a un problème aujourd'hui, une inconnue avec les pétroliers de schiste, c'est qu'ils ont tendance, dès qu'ils ont de l'argent, à augmenter la production coûte que coûte, au sens propre du terme. Et donc, ils n'ont pas une rentabilité extrêmement importante. En plus, ils ont des coûts qui sont en train d'augmenter, donc ça va être compliqué. Pour nous, le meilleur moyen de jouer cette hausse, c'est les équipementiers, c'est toute l'industrie de l'équipement et du service. Pourquoi? Parce que dans le domaine pétrolier aux États-Unis, on va avoir besoin d'énormément d'équipements, d'énormément de services. Les prix sont en train de monter parce que comme on a besoin de plus et que la main-d'œuvre a été réduite au cours des 3 années de baisse des prix du pétrole, eh bien forcément, les coûts des contrats sont en train de remonter. Donc là, on est vraiment au cœur des besoins primaires pour cette industrie. Alors essentiellement les équipementiers qui opèrent aux États-Unis, on peut citer Halliburton par exemple, Baker Hughes dans une moindre mesure, Schlumberger aussi dans une moindre mesure, mais ces sociétés-là sont des sociétés qui vont profiter de ce mouvement-là. On peut aussi commencer à se réintéresser aux équipementiers ou aux sociétés de services dans les domaines offshore qui ont été totalement délaissés. Donc c'est un pari qui est un petit peu plus risqué et un peu plus long terme, mais ce qu'on constate, c'est que ces valeurs ont beaucoup baissé. Et aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose d'intéressant. C'est qu'on parle toujours du prix du pétrole, on s'intéresse au prix du pétrole à très court terme. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi ce qui se passe sur le prix du pétrole à long terme. On peut aujourd'hui, quand on est un producteur, se protéger quand on veut faire un projet, par exemple, en vendant dès maintenant une partie de sa production à 5 ans. Comme ça, on lance le projet et on sait déjà à quel prix on vendra. Qui est ferme. Voilà. Ce prix, pour l'instant, le prix à 5 ans n'était pas monté parce qu'en fait, les investisseurs considéraient qu'un maintien des cours du pétrole sur les niveaux actuels était peu probable. Ce qu'on constate depuis quelques semaines maintenant, c'est que ce cours est en train de monter lui aussi. Ça change tout. Ça veut dire qu'on va pouvoir recommencer à étudier des projets de plus long terme dans des grandes compagnies pétrolières, notamment des projets offshore. Et là, on a un certain nombre de valeurs de services dans le secteur offshore qui ont été vraiment massacrées, qui vont peut-être retrouver la faveur des investisseurs.
Et les grandes majors? Les grandes majors, oui, pour nous, évidemment, elles sont rentables sur les cours, sur les cours actuels. Si le cours du pétrole monte encore de 10, 15, 20%, ça augmente mécaniquement leur marge. Donc oui, il y a un vrai potentiel. Alors, Surtout que souvent, elles servent de gros dividendes. Exactement, elles servent de gros dividendes et elles vont probablement, si ce genre de mouvement se poursuit sur le pétrole, augmenter le dividende d'une part, mais aussi augmenter sans doute les rachats d'actions, ce qui créera là aussi de la valeur pour les actionnaires. Bon, Benjamin, merci beaucoup. Donc, on a bien retenu votre prévision. Un pétrole qui pourrait toucher ponctuellement au moins les 100 $ le baril courant 2019. Oui. En tout cas, on aura une fermeté des cours et pour vous, le secteur pétrolier et parapétrolier est à jouer. Benjamin, merci. Merci à vous.